bienvenue Caroline dans Argent Compté. Salut Caroline. C'est vrai que j'avais oublié ce petit détail. On va bien se marrer. Merci d'être là aujourd'hui. Bon courage aux auditeurs pour savoir qui parle. Exactement. C'est à ce moment-là que je les encourage à regarder la vidéo, parce qu'il y en a une qui est blonde, l'autre qui est brune. On va bien faire la Voilà, différence. pour une fois. Mais bon, on est plus à l'aise à l'oral sans que vous nous voyez, donc on vous laisse continuer d'écouter cet épisode. Ça faisait hyper longtemps que j'avais envie de t'interviewer sur ce podcast et de traiter le sujet en fait de l'argent, du travail et donc plus globalement du salaire. Mais d'abord, est-ce que tu pourrais peut-être te présenter, qu'on comprenne pourquoi j'ai eu envie de t'interviewer sur ces sujets-là? Alors, Caroline Pailloux, j'ai monté il y a 10 ans une entreprise qui s'appelle Ignition Programme et qui fait des RH, du recrutement, de la formation management, de l'accompagnement RH dans l'univers entrepreneurial et au-delà depuis quelques temps. Voilà. Vous étiez les premiers à l'époque à proposer aux startups et entreprises en pleine croissance des profils vraiment dédiés. Je me rappelle que vous étiez capable de trouver un peu le mouton à 5 pattes qui était à la fois bon dans son métier, capable de faire l'extra mile, de faire autre chose. C'était un positionnement hyper intéressant. Ouais, c'est vrai qu'on était les premiers sur cet univers-là, et on a vraiment à cœur de trouver des profils qui ont ce tempérament un peu entrepreneur ou intrapreneur, qui savent se débrouiller dans le chaos, dans l'hypercroissance, et qui trouvent des solutions simples à des problèmes complexes. Voilà, c'est notre marque de fabrique. Et en fait, ce qui se passe, c'est que l'économie, elle s'accélère tellement que ce profil qui au début était vraiment dédié start-up, il devient très intéressant au-delà du monde start-up, dans d'autres univers qui, eux aussi, vont vite, vont loin, vont fort, quoi. Et donc, le sujet de l'argent dans le travail, de l'emploi, toi, est-ce que c'est quelque chose est-ce que c'est un vrai sujet au quotidien ou c'est... Ah, c'est sûr. C'est sûr. Moi, comme dans la partie recrutement de mon activité, la négociation salariale, c'est quand même un sujet. Et puis les salaires, en particulier dans l'univers start-up, ont explosé ces dernières années. Donc, c'est un sujet nécessairement. Et puis, avec l'inflation des derniers mois, ça reste un sujet extrêmement important. Ouais. C'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis. Moi, en tant que chef d'entreprise, j'ai le sentiment que le niveau des salaires a vraiment explosé. Je me rappelle même qu'avec mes acolytes du board de France FinTech, on regardait un peu les postes qui boomaient et on avait notamment un qui nous avait dit essayez de nous faire deviner les niveaux de salaire demandés par les DRH. C'était il y a 2-3 ans. Je crois qu'il s'était retrouvé avec quelqu'un qui demandait 400 000 euros. C'est sur des startups. Celui-là, c'était enflammé. Voilà. Il devait être vraiment très, très, très bien. Et donc, c'était vraiment... en fait, moi, j'ai le sentiment que les salaires sont de plus en plus hauts, alors que, paradoxalement, tu vois, il y a 10 ans, nous, quand on a créé nos boîtes, les gens qui venaient dans le monde start-up étaient un peu prêts à se dire je vais gagner moins bien ma vie, mais j'y vais pour l'aventure, le côté liberté, responsabilité, flexibilité aussi. Oui. Aujourd'hui, j'ai pas du tout l'impression que déjà les gens soient prêts aient envie de faire ce sacrifice. Pas du tout. Moi, j'ai personne qui vient bosser chez nous en disant je diminue mon salaire. Ce serait trop beau. C'est pas du tout. Cela dit, ça arrive. Ok. Et j'ai vraiment le sentiment que les niveaux de salaire sont quand même de plus en plus élevés. Ouais. Alors, il y a plusieurs choses. Il y a l'univers startup scale-up où vraiment il y a eu une explosion des salaires très forte, parce que dans le reste des univers, malgré tout, en France, globalement. En fait, ça n'a rien suivi du tout, puisqu'il n'y avait pas d'inflation, et les rattrapages de salaires par rapport à l'inflation se font en ce moment. D'accord. Donc, il y a bien un rattrapage des salaires, mais ça a été, finalement, c'est relativement tardif. En revanche, dans notre univers, les salaires ont... Alors, pas nécessairement en embauche jeunes diplômés, mais au bout et en particulier les 6 ans d'expérience. Mm-hmm. Alors là, on avait des salaires complètement lunaires, et avec une redécrue sur un 10 ans, 15 ans d'expérience. D'accord. Et donc, il y a un phénomène un peu intéressant qui est que parfois, on peut trouver un profil pour le même prix qui a plus d'expérience. Mm-hmm. Et qui va être au même prix que quelqu'un de 6 ans d'expérience, 6-7 ans d'expérience, qui est un peu le pic. En tout cas,
en rapport qualité-prix, moi je dirais que 6 ans, c'est vraiment le plus dur, quoi. D'accord. C'est le moment où tu es au max de ton... Ouais, si on a fait une belle progression, on peut vendre un super haut potentiel, etc. Mais la réalité de la vie, c'est qu'on a 45-ish, peut-être plus à faire dans notre carrière, qu'il y aura des hauts et des bas. Il y en a qui démarrent un peu plus lentement, il y en a qui démarrent un peu plus vite. Mais de toute façon, on va pas... Enfin, les gens qui terminent à 400 000 euros, même à 40 piges ou 45 piges, il n'y en a pas BZF. Donc, en réalité, ce qui se passe, c'est qu'il va y avoir des hauts, des bas, des stagnations, des cycles, etc. Et ça, c'est la vie, et ça, c'est normal. Donc, moi, j'essaye aussi de faire de la pédagogie autour de ça. C'est-à-dire que on est dans un monde qui va très vite, mais on est dans un monde aussi qui a des cycles très forts. Si on regarde les entreprises, elles grimpent très fort, elles baissent très fort. Et donc, ce que les gens ne sont pas prêts à faire, et quelque part, c'est normal, c'est à descendre leur salaire. Mais dans ce cas-là, il faut qu'ils soient vigilants, parce que s'ils montent très fort, la réalité, c'est que si on est toujours dans l'univers start-up, si ils doivent être amenés à changer de job à un moment donné parce que leur scale-up a soit réduit ses effectifs, soit s'est cassé la figure, ce qui peut arriver, peut-être que leur redémarrage ne va pas se faire dans les mêmes conditions que précédemment. Après, une fois qu'on s'est dit ça, en réalité, aujourd'hui, il n'y a pas... On voit qu'il y a beaucoup de startups qui ont des soucis en ce moment. Il n'y a pas de baisse de salaire la baisse des salaires, en tout cas, que les dirigeants attendaient, elle ne se fait pas en ce moment. Non, c'est plutôt on se sépare d'une partie des équipes, mais on diminue. Non, mais on peut même pas espérer re-recruter. Ce que les gens espéraient, c'est que du coup, sur les nouvelles recrues, ça baisserait. C'est un peu comme le marché de l'immobilier, ça baisse pas d'un coup, quoi, ces trucs-là. Hein, bon. Par contre, petit à petit, ce qu'on peut espérer, c'est qu'il y ait des gens qui prennent plus de recul. C'est-à-dire qu'il y a plus de temps. Et donc, parce que les choses se font un peu moins dans l'excitation qu'il y a 2 ans. Et donc, les gens vont peut-être réfléchir à d'autres choses que le salaire. Et c'est là que la réflexion peut... Et qu'on peut espérer, non pas des baisses de salaire, mais qu'on peut espérer trouver des bons profils pour un salaire abordable si on a d'autres choses à leur apporter. Parce que la frénésie est un peu moins folle qu'en 2021, quoi. Et c'est là que je pose que, en fait, tu disais, c'est la contrepartie la plus concrète du travail, le salaire, et c'est très vrai. Mais il y a beaucoup d'autres contreparties que les gens viennent chercher dans un travail. Ils ne viennent pas chercher que le salaire. Et c'est là qu'il faut être capable de décomposer. En fait, qu'est-ce qu'on vient chercher en face de son travail ? On vient chercher, certes, un salaire, parce qu'il faut vivre. On vient chercher de la formation, peut-être, pour progresser. On a un espoir de progression et salariale et statutaire, parce qu'on va chercher aussi un statut social. On vient chercher un réseau, on vient chercher une équipe. Il y a toujours un élément de société dans un travail. On n'est pas seul. L'homme est un animal éminemment social. Et en fait, on se dit qu'on vient chercher le salaire, mais en réalité, on vient chercher un moment de vie. Oui, l'expérience de vie. Ouais. Voilà. Et donc ça se passe avec des gens. Et donc l'équipe, mais aussi peut-être le réseau qui va être proposé. Il y a des jobs qui offrent énormément de réseaux, va compter. Et puis, tu disais, c'est la raison numéro 1 pour laquelle on choisit un job. C'est vrai dans le monde entier, sauf en France, en tout cas en affichage. Alors ça tient peut-être à ce que tu disais sur les tabous liés au salaire. Sauf en France, c'est drôle. En France, les gens affichent que le sens serait plus important. Alors... Je crois que c'est à la fois vrai et pas vrai, c'est-à-dire qu'il y a à la fois ce que tu disais sur le tabou du salaire, donc on ne dit pas en France que la première raison pour laquelle on prend un job, c'est le salaire, mais je crois que c'est aussi plus vrai que ce qu'on croit, y compris dans les autres pays, c'est-à-dire que je crois que les hommes ont besoin de se sentir utiles. Je veux dire, si tu donnes une pension à quelqu'un et qu'il est... qui se sent totalement inutile, dépendant, qu'il ne se sent pas actif dans la société et qu'il ne se sent pas intégré. Donc il y a la notion sociale, il y a la notion d'utilité au monde, et puis il y a vivre. Mais
t'enlèves la question du salaire, t'as pas résolu les 2 autres questions et les gens sont pas heureux, quoi. Donc en fait, les gens se bougent pour trouver quelque chose qui réponde à ces différentes dimensions. Donc, si on est capable de compenser un manque de budget pour quelqu'un avec autre chose qui a de la valeur pour lui, la promesse de progresser et donc d'avoir peut-être un meilleur salaire demain, ou un meilleur apprentissage, ou d'être plus utile au monde, ou simplement le fait de se sentir utile tout de suite, ça c'est le sens, ou peut-être une équipe dans laquelle il fait particulièrement bon vivre, etc. En fait, le salaire vient se cogner à ces trucs-là. Ah oui, je pense que ça contribue énormément à la raison pour laquelle ou pas tu prends un job. Exactement. Et c'est là que tu peux avoir des gens qui acceptent de baisser leur salaire pour certaines boîtes. Parce que quand ils ont le temps de se poser, ou s'ils ont peut-être été un peu trop vite dans des expériences passées et qu'ils ont pris un job parce que le salaire, en fait, comme tu le disais, c'est la seule chose concrète. Donc, une fois que c'est la chose concrète, tu te dis, un bon tien vaut mieux qu'un deux, tu l'auras. Moi, tu me promets une expérience formidable, mais j'en ai aucune idée. Alors que le chiffre qu'il y a sur le contrat de travail, ça, je suis sûre. Et du coup, les gens vont accepter un job, peut-être pour un salaire plus élevé, en se disant, ça veut dire aussi qu'on m'accorde de la valeur. Donc, ce que j'imagine, c'est que du coup, on va me respecter plus, on va m'apprendre plus, on va miser plus sur moi. Mais en fait, tout ça, des choses que tu imagines et t'en sais rien non plus. Ouais, qui sont, tu vois, t'en sais rien non plus. Peut-être que simplement la boîte fait un peu n'importe quoi avec des fonds qu'elle a eu de je ne sais où, tu vois. Donc tu sais pas si on t'accorde un gros salaire, ça veut pas dire qu'on va te reconnaître. Alors que t'as plein de gens qui demandent un gros salaire parce qu'en fait ils ont besoin de reconnaissance. Donc il faut segmenter les sujets pour soi autant que pour le candidat qu'on a en face. C'est-à-dire que soit quand on est candidat, il faut être capable de les décomposer dans sa tête. Et tu as beaucoup de candidats qui ont cette sagesse, parce que c'est une prise de recul qui est hyper intéressante. C'est difficile. Évidemment, plus ils sont expérimentés. C'est là que je te disais qu'en fait, parfois, à 10 ans, 15 ans d'expérience, tu vois des salaires plus abordables. Pourquoi ? Parce que les gens ont plus réfléchi. En fait, je ne cherche pas... C'est pas parce qu'ils valent moins sur le marché, au contraire. Ils valent plutôt plus. D'accord. Mais en fait, ils réfléchissent à qu'est-ce qui est bon pour eux. Et donc... évidemment qu'ils voudraient, on veut tous tout avoir, mais si c'est plus important pour eux de trouver quelque chose qui a du sens, une équipe dans laquelle ils se sentent bien, et ben, ils sont prêts et ils réfléchissent à la fourchette de salaire dans laquelle c'est OK de se trouver si on a ça. Voilà. Et tu parlais de cycle de vie donc dans les 45 ans où on travaille avec des hauts, des bas, des différences. Aujourd'hui, j'ai l'impression que tu as plein de gens qui ont le sentiment que le gap salarial qu'ont pu faire leurs parents entre leur premier job et leur dernier job ne sera jamais possible pour eux. En fait, ils ont l'impression que c'est pas possible. Moi, je n'ai aucune idée de ces montants-là. J'ai jamais eu de CDI, donc tu vois, j'ai jamais eu. je suis passée on se rémunère un tout petit peu dès qu'il y a un petit peu de sous sur la boîte, qu'il en reste après les investissements, à des salaires normaux de gens de mon âge. Et en fait, j'ai aucune idée déjà de quel est le gap moyen que tu fais entre ton premier job et ton dernier job. En fait, c'est quoi le premier et le dernier ? Ça veut dire qu'il y en a combien entre les deux ? Parce que quand tu dis les parents, ils avaient beaucoup moins de jobs que les gens d'aujourd'hui. Il y a ça aussi. C'est-à-dire que la moyenne du temps d'un job aujourd'hui, elle est plutôt de 18 mois, 2 ans. Okay. Donc c'est très court. C'est la durée moyenne d'un job aujourd'hui, c'est 18 mois, 2 ans, tu plaisantes. Ouais. Et moi, ça me fait totalement flipper. Moi qui suis une... c'est ouf. Une militante du temps long. Parce que typiquement, je pense que ces cycles... ils doivent être compris, doivent être accompagnés. Alors attends, tu peux rester dans la même boîte, mais les gens changent de job. Et souvent, ils changent de boîte. Mais, oui, pour moi, j'avais compris que tu changeais de boîte. Okay, non, mais tu peux changer de job, mais rester dans la même boîte. Okay. Ouais. Mais souvent, ils changent de boîte. Et donc, nous, dans notre univers, ça change beaucoup. Hein. Ça change beaucoup. D'autant que ça colle avec les cycles. Hier, j'entendais une business angel dire en fait, les cycles de croissance des boîtes, c'est 18 mois. Donc, ça colle, en fait. Ouais. Tu as passé un cap de croissance, la boîte a une vie différente, etc.
Les gens changent de boîte, de job. Voilà. Dans cet univers-là, c'est particulièrement vrai. Mais je crois que ça n'est pas que dans notre univers, ça s'est énormément accéléré. Tout s'est énormément accéléré. Mais c'est ça aussi qui fait que tu n'auras pas de baisse de salaire parce que tu n'auras pas de fin de la pénurie des candidats, puisque les jobs apparaissent plus vite que notre capacité à former sur ces jobs. Ouais. Tu vois ? Donc, tu as un job qui apparaît, personne ne s'est formé sur le truc. Tu vois, quand les data scientists sont apparus, là, en fait, tu n'avais pas de formation à la data science. Prenons les actuels. Voilà. et donc, non, mais effectivement, tu as un système, là, comme ça, où tu cours après la formation des... Donc toi, tu n'as pas de fourchette en tête de dire... Le nombre de jobs et... ce que tu peux... Enfin... T'as des modèles... Les modèles très bordés te font progresser. Par exemple, le conseil dit que tu progresses globalement à l'inflation tant que tu es entre deux, grades. Ouais. Et puis quand tu prends un grade, tu prends 20%, tu vois. Bon, selon ta rapidité d'évolution, tu vas... Bon, mais il y a toujours un moment où ça s'arrête, ce truc-là. C'est-à-dire que ça, c'est bon quand tu es encore jeune et que ça fonctionne encore un peu comme à l'école. Mais assez vite, en fait, tu arrives à des jobs plutôt manager high. Et là, de toute façon, l'écart type grandit. Et puis alors après, quand tu es dans des jobs de direction, alors là, l'écart type, il grandit énormément. Et donc, de toute façon... Dans une carrière, au-delà des 5-6 premières années, tu n'as plus de standard, tu ne peux plus avoir de standard. Les carrières sont trop différentes et les parcours sont très différents. Et tu as des réflexions individuelles de là, j'ai fait plutôt ça et donc j'ai moins augmenté mon salaire pour avoir ceci. Ou au contraire, moi, j'ai toujours chassé le plus gros salaire. Mais ça... moi, j'en ai accompagné des candidats qui chassent toujours le plus gros salaire. En fait, le problème de ça, c'est qu'au bout d'un moment, tu finis par atteindre ton propre plafond de compétences. Tu vends quelque chose. Il ne faut jamais oublier que dans la réflexion d'un salaire entre une entreprise et un candidat, l'entreprise, elle achète une promesse de gain. Tu vois Imagine si tu es prestat, tu vends un truc, tu dis, le ROI, ça va être ça. Les candidats oublient toujours ça. Alors moi, je leur rappelle, je leur dis, en fait, tu sais quoi, tu veux une augmente, tu dis ce que ça va rapporter. Tu dis pas, parce que j'ai bien travaillé et que... Mais en fait, ça s'est passé, tu vois. En revanche, j'ai bien travaillé, donc tu peux croire que je vais te rapporter ça. Et donc, ça les vaut. Ouais. Voilà. Et alors là, le ça les vaut, on peut discuter. Mais au moins... tu as une base concrète de discussion. Exactement. Okay. Et donc, la discussion sur une augmentation de salaire ou sur un job, sur un salaire sur un job, elle est toujours, est-ce que le ROI va être bon pour la personne qui achète ? C'est ça qu'il faut penser, sinon tu n'es pas dans les baskets de ton interlocuteur et tu négocies pas sur les bonnes choses, quoi. La raison pour un recruteur de « ouais, mais avant, j'avais ça », bon, il s'y plie parce qu'il n'a pas tellement le choix, mais il s'en fout. Il s'en contrefou. La question, c'est est-ce que moi, je vais avoir ce que je veux pour le budget que j'ai. Et toi, tes candidats, les gens que tu aides à placer, tu leur conseilles de... parce que, bon, généralement, quand tu changes de job, même s'il peut y avoir d'autres raisons que le salaire qui te font changer de job, tu as quand même envie d'avoir une augmentation. Est-ce qu'il y a un gap moyen que tu conseilles entre deux jobs, au-delà de la capacité de l'entreprise, qui est raisonnable ? Ouais, alors je te disais quand même, parce que je crois que j'ai pas été au bout de l'histoire tout à l'heure, mais les personnes qui donc se sont brûlées les ailes sur un poste en allant trop vite et en choisissant un job plutôt pour l'argent que pour autre chose. C'est marrant, parce que c'est comme les startups qui se sont valorisées trop et qui... Pareil, même histoire. Ceux qui se sont brûlés les ailes, ils reviennent et ils disent en fait, tu sais quoi, c'est ok pour moi de descendre de 20%, etc. En fait, généralement, ce qui se passe, c'est que les gens ont un seuil de niveau de vie avec lequel ils savent vivre. Parce qu'en fait, soit leur dernière augmente était récente et du coup, ils n'ont pas appris à vivre avec le niveau du dessus. Soit, en fait, ils n'ont pas besoin du niveau du dessus parce qu'ils vivent comme ça, ils vivent très bien. Et ceux-là, en fait, ils sont vachement puissants dans leur négo parce qu'ils sont capables d'aller chercher le niveau du dessus, mais ils sont aussi capables de prendre un job pour autre chose. Donc ça, c'est... pour voir si ça existe de rebaisser de salaire, oui. Maintenant,
Qu'est-ce qu'on suggère? En réalité, je vais te dire, ça dépend vraiment du candidat. Soit effectivement, il était un peu survalorisé par rapport au marché dans son dernier job, et dans ce cas-là, on lui a dit, tu sais quoi, si tu veux vraiment... Parce qu'ils ont aussi des requêtes sur d'autres choses. Les candidats, ils disent, moi, je veux faire tel truc dans tel type de boîte, etc. Et souvent, on leur dit, en fait, le marché, il n'est pas là. D'accord. Donc, c'est une rencontre, c'est une rencontre de population. C'est un marché, cette histoire-là. Tu vois, d'un côté, tu as des entreprises qui me demandent toute une liste de courses et puis qui me disent, je veux payer ça... Je voudrais qu'il ait 6 ans d'expérience et je veux le payer 40K. Ça n'arrivera pas, en fait. Et de l'autre côté, j'ai des candidats qui me disent, moi, je veux tout ça dans un job. Je veux que ce soit early stage, je veux que ce soit... ou alors, je veux que ce soit avec un manager qui est super humain. Je veux... Et après, je voudrais 150K. Peut-être, il va falloir que tu priorises. Donc, ma réflexion, elle est toujours là-dessus. Je leur recommande jamais un standard d'augmentation. Non, ça m'est jamais arrivé de faire ça comme ça. Tu as tellement de cas particuliers. Tu le disais, le sujet est tabou. Donc, finalement, même si les gens en parlent un peu à la machine à café, ils en parlent quand même assez peu. Et donc, les candidats, comme les recruteurs, sont un peu paumés sur ça vaut quoi ce dont j'ai besoin. Alors j'ai l'impression que, tu vois, effectivement, ils en parlent peu, mais tu as quand même parfois l'impression que tu as plein de trucs qui se savent au sein de l'entreprise, que toi t'imaginais effectivement beaucoup plus discret. Tu as les entreprises qui décident d'être ultra transparentes. Je crois que c'est chez nous, c'est le cas. Ah ouais, vous avez la grille de salaire qui est... La grille est transparente. Par contre, à un moment, on a essayé de rendre les salaires transparents. Et en fait, ça a été tellement violent. Pourtant, il n'y avait pas beaucoup de différence de salaire à l'époque. Ouais. Et en fait, ça renvoie chacun à des croyances, des perceptions qui sont hyper intimes et c'est vécu très violemment. Ouais. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a dit, écoutez, si vous voulez connaître le salaire d'un tel ou d'un tel, vous n'avez pas besoin d'aller à la machine à café. En fait, demandez à votre manager, il a accès à la grille, vous aurez la réponse. Et donc... tout le monde peut aller demander. La réalité, c'est que personne ne demande parce qu'en fait, c'est pas très agréable de savoir si l'autre, dont on ne connaît pas exactement le métier, mais dont on se fait une idée de à quel point ça devrait, et s'il touche plus que ce qu'on avait prévu, oh là là, c'est désagréable, quoi. Ouais, alors moi je me suis toujours dit que c'était pas forcément agréable. Mais alors je voulais te parler de ce truc-là parce qu'en faisant des recherches pour notre épisode, j'ai découvert ce concept de fixer soi-même son salaire. Alors apparemment ça fait partie d'une des innovations de l'entreprise libérée. Je sais que vous chez Ignition ouais, on essaye d'appliquer ou en tout cas d'être en voie de le plus libéré possible sur les salaires, typiquement à cause de cette histoire de transparence qui avait été vécue de manière très violente. Je me suis dit, à l'époque, je m'étais dit, oh là, trop tôt pour l'autodétermination de salaire, je le sens pas. Mais tu y avais pensé? Oui, ça fait longtemps qu'on y pense. Et là, je commence à me dire, c'est pas impossible qu'on bascule sous peu, que pour les plus expérimentés, ça pourrait être possible. Et pourquoi? Alors, comment je suis arrivée à pour les plus expérimentés? C'est parce que justement, je trouve que ça demande vachement de maturité et de compréhension et du marché et de soi et de ce qu'on veut, de pouvoir définir son salaire et d'en accepter les conséquences. Parce que comment ça fonctionne? Pour le coup, moi, j'ai fait pas mal d'ateliers sur ces sujets-là autour des questions d'entreprise libérée. Et j'avais notamment assisté à des présentations de Decathlon en Belgique ils ont ce système-là dans certaines unités. Et donc, j'avais eu l'opportunité de poser pas mal de questions. J'ai rencontré d'autres gens qui pratiquent ces trucs-là. Chez Lucas, il y a un peu ce système-là, même s'il y a validation après par le fondateur. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que tu dois quand même... Alors, dans tous les systèmes d'entreprise libérée, tu dois consulter. L'idée, c'est consulter. D'accord. Et après, tu agis non pas... c'est pas la démocratie, quoi. C'est pas je demande et puis j'applique ce que la majorité me dit. C'est je consulte et après je décide. Donc si tout le monde m'a dit que je valais 40K et que je décide que moi j'en vaux 70, à la limite, dans le système libéré,
tu le fais. Ah ouais. Le résultat, c'est que quand même, les retours d'expérience, c'est que quand quelqu'un le fait, l'équipe le prend pas très bien. Ouais. Et que derrière, ça se passe pas super bien dans l'équipe. Et généralement, il y a un retour en arrière, et c'est pour ça que les entreprises qui vont dans cette direction-là se disent, en fait, ça va, parce que on fixe une direction, on donne un budget, on dit l'entreprise, elle devrait avoir pas plus que ce budget-là d'augmentation pour tenir. Donc ce serait bien que vous soyez dans cette enveloppe-là. Maintenant que vous savez ça, définissez votre augmente. Moi, ce que je constate, c'est qu'il y a quand même toujours un peu des garde-fous dans les entreprises que j'ai observées, sur si l'enveloppe dépasse, en fait, merci de revoir votre copie. Ce qui, du coup, est moins libéré que tu vois. Ouais. Du coup, tout le monde ne peut pas se mettre 300 000 euros, ça ne marche pas. Voilà. Mais à la limite, ça pourrait, puis l'entreprise coule, et puis du coup, on apprend tous. Parce que le principe de l'entreprise libérée, c'est d'apprendre, tu vois. C'est aussi d'apprendre, tu vois. En fait, c'est la responsabilité. Donc, tu assumes les conséquences de tes actes, tu apprends, tu fais mieux la prochaine fois. Bon, super, mais alors du coup, on s'est tous mis 300 000, on a coulé la boîte. Bon, du coup, la prochaine fois, on ne le fera pas, mais en attendant, il n'y a plus de boîte, tu vois. Donc, moyen. Bon, c'est pas ça qui se passe. Tu as des garde-fous, et puis tu as un système social où s'il y en a un qui dérape, en fait, les autres lui font sentir que c'est pas acceptable. Et donc, souvent, il revient en arrière. D'accord. Ou pas, mais du coup, il faut qu'il devienne aussi bon que ce qu'il a fixé comme salaire. Moi, je suis très intéressée par ce modèle-là, je l'étudie depuis longtemps. C'est à la fois très tentant, et en même temps extrêmement violent. Tu vois, ça me paraît totalement Koh-Lanta, quoi. L'enfoiré, il s'est mis un salaire incroyable. Ouais. Tu vois, tu fais quoi derrière? Moi, j'arrive même pas à imaginer le truc, en fait, parce que je sais pas, parce que oui, pour moi, en fait, ça doit de toute façon rester dans une enveloppe qui permet à l'entreprise de continuer ses activités tout en étant rentable. Parce qu'en fait, t'as une enveloppe salariale mensuelle que tu peux pas dépasser, a priori. Mais si tu peux pas mettre d'enveloppe, en fait... ouais. Moi, je me souviens, il y a des années, la boîte était encore toute petite et on fait un déj avec des gens de l'équipe. Et il y avait un mec à la tech à l'époque et qui découvrait le concept des charges. Ah oui, il savait pas. Non. Mais oui, mais c'est ça. Et le principe de l'entreprise libérée demande un niveau d'information et de compréhension de trucs qui sont pas dans ton job, quoi. Tu vois, qui est parfois dur. Et en même temps, c'est tellement riche quand ça marche, tu vois. Parce que c'est hyper intéressant. Dans 98% des cas, les gens se fixent un salaire qui est totalement raisonnable, tu vois. Donc, oui, parce que je pense que le concept de partage de la valeur est beaucoup plus clair, beaucoup plus évident. Mais il faut bien expliquer. Il faut bien expliquer les charges, il faut bien expliquer l'enveloppe, il faut bien expliquer le marché. Parce que ce qu'on ne s'est pas encore dit là, c'est que dans une négociation salariale, il y a trois éléments à prendre en compte. Il y a ce que le candidat a besoin de... Enfin, ce dont le candidat pense avoir besoin pour vivre. Okay. Après, parfois, tu penses avoir besoin de 300 000 euros, puis tu les vaux pas. Donc, bon, voilà, mais en tout cas, le niveau de vie qu'il recherche. D'accord. Tu vois, et qui va le mettre sur une trajectoire aussi. Tu as des gens, du coup, qui vont prendre une trajectoire, comme on disait, qui cherchent beaucoup plus d'argent. En tout cas, il y a ce besoin-là qui est très fort dans la négociation. Il y a une deuxième réalité qui est le marché des candidats. Donc, c'est... toi, tu as fait ça comme expérience. Donc, a priori, les gens qui ont fait ça comme toi, ils valent tant sur le marché. Et après, tu as le budget de l'entreprise. Tu vois, ce dont l'entreprise a, ce qu'elle a à disposition pour payer ce job. Les trois rentrent en compte. Tu ne peux pas faire abstraction de l'un. Donc, il faut toujours se ramener aussi au marché. Et donc, par exemple, Gilles Sadger, chez Lucas, il pratique l'autodétermination de salaire avec ce garde-fou qui est que lui valide à la fin. Mais quand il n'est pas d'accord, il dit ramenez-moi du bench. D'accord, ok. Oui, et du coup, mais du coup, si tu dois ramener, ce qui est compliqué, c'est que si tu dois ramener, parce que le bench, il est jamais parfait.
Tu vois, tu n'as jamais ton clone dans l'entreprise d'à côté qui gagne plus que toi. Ça ne marche pas. Donc, en fait, il faut que tu trouves quelqu'un qui... alors, il faut soit que tu trouves une offre d'embauche. Là, c'est irréfutable. Ben, l'autre, il me propose tant. Donc, a priori, il existe un marché pour moi à ce prix-là. Tu vois, ça, c'est irréfutable. Mais après, sinon, c'est compliqué à démontrer, quoi. Oui, en fait, il faut le... ok. Ah oui, non, mais vaste pas quand même. Enfin, je comprends que ça te laisse songeuse parce que l'autodétermination de salaire est un truc compliqué. En revanche, moi, je pense que sur des gens expérimentés, tu peux le faire proprement. Mais un autre truc, moi, qui m'avait freinée, c'est que j'avais peur, et je pense que sur les expérimentés, c'est moins le cas, mais j'avais peur que chez les jeunes, on ait des catégories de population qui demandent moins d'augmente. Et pas du tout lié. Alors, on pourrait se poser la question, est-ce que les femmes vont moins se valoriser que les hommes? Il y a aussi des hommes qui se valorisent moins que leurs collègues, alors qu'il n'y a pas de raison. Mais honnêtement, tu as des gens qui se valorisent bien en dessous de ce qu'ils valent. Donc, c'est pénible aussi, tu vois. On a toujours peur du mec qui va prendre trop, mais... Il faut faire très attention à la personne qui prend pas assez, parce que la personne qui prend pas assez, un jour, elle se rend compte qu'elle est dindon de la farce. Et ça, c'est pas bon. Parce qu'on peut se dire pendant des années, non, mais ça lui convient, puisqu'elle demande pas plus. Bah ouais, mais attends, il y a un jour où... alors là, la colère est grande, quoi. Ouais, ça, c'est... Même si tu l'as autodéterminé. Tu vois. Ouais. Nous, on n'est pas du tout au niveau de l'autodétermination de salaire, mais ça m'intéressait parce que j'ai longuement discuté cette semaine avec une de mes amies qui est en recrutement dans le domaine de l'hospitalité et qui là est sur un super job pour une chaîne d'hôtels de très grand luxe. Et elle me dit, en fait, je suis paralysée parce qu'ils me disent qu'ils n'ont pas de fourchette de salaire, que c'est à moi de faire une proposition, à moi de faire une offre. Sauf que ça suppose pour elle d'aller bosser dans un autre pays où les standards de rémunération ne sont pas les mêmes qu'en France non plus. Et elle me dit, franchement, en fait, je ne suis pas à l'aise, quoi. Je ne sais absolument pas quoi proposer. J'ai tellement peur que ça ferme la porte. Et c'est vrai que ce truc des prétentions salariales, je trouve ça hyper difficile. Tu vois, autant quand t'es déjà dans ton job, dans l'entreprise... t'as un ancrage, en fait. T'as un point de départ que tu peux faire évoluer. Ça. Tu dis, voilà ce que j'ai fait cette année. Effectivement, voilà ce que j'aimerais faire l'an prochain. Ça va rapporter tant à la boîte. Ça me paraît normal. Il y a aussi l'augmentation que tu as tous les ans et qu'a toute la boîte. Nous, on a un peu résolu ça avec des quotients où tu as à la fois l'augmentation annuelle et en fait, des quotients d'implication. Où il se retrouve que chez nous, du coup, les plus petits salaires sont plus incentivés, ont tendance à être plus augmentés sur cette phase-là. Aussi parce que les plus petits salaires, c'est aussi ceux qui demandent le moins, souvent. Comme tu disais. Oui, ou pas. Ça dépend. Mais tu vois, franchement, j'essayais d'en discuter avec ma copine cette semaine et j'avais pas de solution pour elle. Moi, j'avais toujours tendance à dire, je veux jamais être la première à donner un chiffre. Ouais, mais alors, moi, je crois que c'est OK de donner un chiffre. Mais par contre, ce qui est important, c'est qu'elle dise, voilà, moi, ce qui me paraîtrait juste, c'est ça. Et j'ai eu beaucoup de mal à le fixer parce que c'est dans un pays que je connais mal, dont je connais mal le niveau de vie, etc. Et je ne voudrais pas que ça ferme la porte. Voilà. Oui. Je ne dis pas que je serais prête à prendre beaucoup moins, mais en tout cas, je veux en discuter avec vous. Et ça, je veux dire, n'importe qui peut l'entendre, quoi. Alors peut-être qu'au début, il va être estomaqué en se disant « Oh mon Dieu, c'est beaucoup plus que ce qu'on espérait, etc. » Mais au fond, moi, je crois que s'ils lui ont laissé faire l'ancrage, c'est parce qu'il voit bien qu'elle va viser un peu en dessous pour pas louper le truc. Et c'est souvent ce qu'on fait quand on demande à l'autre l'ancrage, c'est qu'on se dit, si on a peur que l'autre vise trop, on pose un ancrage très vite. C'est comme ça dans une négo. Donc, il faut pas avoir peur de donner un chiffre et de dire, au fond, en fait, avec les infos dont je dispose. Donc, si vous m'apportez d'autres infos, ou si il y a
peut-être, je ne veux pas fermer la porte, s'il y a des choses qu'on peut réfléchir ensemble, des ajustements, parce que comme je disais, ce n'est pas que travail-salaire. Il y a d'autres choses dans la balance, dans le panier, et on peut réfléchir à un peu moins de salaire, mais un peu plus de ceci ou un peu plus de cela. Et ça marche. Et est-ce qu'il faut toujours attendre l'augmentation de fin d'année pour en parler, ou est-ce qu'il y a d'autres moments plus propices pour en discuter? Parce que sinon, c'est un peu sacralisé, tu sais. Ouais. Écoute, en réalité, je ne connais pas un manager qui aime parler salaire avec ses managers. Oui, ce qu'on disait, quel que soit ton côté du bureau, tu n'aimes pas en parler. Ouais. C'est extrêmement désagréable des deux côtés, mais je crois pour le manager, c'est vraiment très très pénible. Il a donc généralement au moment des évaluations annuelles, il va s'en faire 5 à 10 d'un coup. Tout le monde se sent floué, lésé, mal pris en considération, etc. Alors que le manager, souvent, il a un budget, il ne peut pas grand-chose, donc il voudrait dire... Alors, ce qui est marrant, c'est qu'en plus, c'est tellement désagréable comme discussion que les managers, ils seraient prêts à lâcher le maximum à tout le monde juste pour se sortir une épine du pied, alors qu'il y a des personnes dans leur équipe qui sont des épines dans le pied de toute façon. Donc, ce serait le moment de dire, en fait... Je ne l'ai peut-être pas dit assez clairement, mais quand même, t'es pénible. Plus que t'es pénible, en fait, il y a tout ça qui n'a pas fonctionné et je n'ai pas su te le dire correctement. Et en fait, au lieu de prendre l'occasion... et donc finalement, le fait qu'il y ait un budget, le fait qu'il y ait une enveloppe, le fait qu'on demande de discriminer aussi, parce que dans les augmentations de salaire, en tout cas, moi, ma reco, c'est de faire des assez fortes discriminations, de forcer les managers à ne pas faire la même augmente pour toute leur équipe, pour les obliger à... Alors après, parfois, on est très content de toute son équipe au même niveau, mais comme c'est rare, les obliger à montrer que là, c'est pas... en fait, c'est important, parce que ceux qui ont performé, qui ont été les plus impactants sur la dernière période, en fait, c'est important de leur montrer. Et si, en fait, c'est pareil pour tout le monde, tout ça devient très mou et on n'a pas de moyen de récompenser puisqu'on n'a pas de moyen de différencier. Voilà. Donc, ça me paraît vraiment important en tout cas, que les managers soient aidés à avoir du courage pour avoir ces discussions difficiles. Voilà. Et donc, tu me demandais quel est le bon moment pour en parler avec son manager. D'abord, quand on a quelque chose à lui promettre, à lui vendre. Je pense que s'il devait y avoir... Moi, j'en parlerais pas trop en dehors de l'évaluation annuelle, parce qu'en fait, comme c'est pénible... en fait, je pense pas qu'on gagne. Alors, il y a évidemment des gens qui sont très pushy et qui finissent par obtenir à l'usure. Okay. Moi, je rappelle, j'ai eu quelqu'un comme ça. Quelqu'un à qui on finissait par dire on te le file, mais vraiment parce que tu nous as usé. Et alors évidemment, ça c'est ralent pour tout le monde. C'est ralent pour le manager qui lâche, c'est ralent pour l'équipe qui a l'impression qu'il n'y a que ceux qui gueulent qui ont quelque chose. Voilà. Donc tout le monde est mécontent dans cette histoire. Et en même temps, je crois pas. Donc la personne qui l'a, c'est un peu comme le Koh-Lanta dont je te parlais tout à l'heure. Je ne crois pas que ce soit une bonne nouvelle pour lui sur la durée. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un peu comme l'autodétermination de salaire à la hausse. L'équipe va lui faire sentir que... Moi, je me rappelle, cette personne, il est parti dans les 6 mois qui ont suivi. Et voilà, parce que ça devient très désagréable vis-à-vis de l'équipe. Donc, c'est des sanctions de groupe, c'est des... En fait, si un salaire n'est pas accordé de manière juste, le groupe le sent. Donc le groupe est pas ravi avec ça. Donc je crois que être trop pushy n'est pas moi ce serait pas ma reco. Je sais que ça marche pour très court terme. Maintenant, je crois pas que sur le long terme ce soit un bon move. Voilà. Donc si on se dit qu'on écarte cette solution de pénibilité et qu'on essaye d'avoir un salaire juste et qui permette de reconnaître notre travail, je pense qu'il y
il y a 2 choses à faire. Il y a à très bien travailler son éval annuel, soit en tant qu'évalué. Ça, c'est très important. Et aller rechercher. Et ça, par contre, ça peut être fait tout au long de l'année. C'est-à-dire que tout au long de l'année, on peut se noter quelque part tout ce qu'on a vraiment réussi à faire, tout ce qu'on a réussi à impacter sur l'entreprise. Voilà. Et de préférence, alors moi, je suis assez pour avoir un travail complet sur le sujet, c'est-à-dire qu'on note aussi là où on a merdé. Parce que au moment de la discussion, on sera armé, on aura bien en tête les pour et les contre, et on sera armé pour avoir la discussion avec le manager qui pourrait avoir en tête qu'une partie de l'histoire. Donc, si on écrit tout, les grandes réussites, les moments où on s'est planté et les moments où on a appris de là où on s'est planté, si on est capable de démontrer qu'on a appris de là où on s'est planté, alors là, ça devient carrément intéressant. Parce qu'au moment de parler salaire, on peut dire, oui, tu as raison. Alors d'abord, j'ai réussi tout ça, donc je pense que sur le projet de l'année prochaine, je peux cartonner. Et je me suis planté là, là et là, mais regarde comme j'ai appris. Donc ces erreurs-là, je ne les ferai plus. Et ça te montre aussi que je peux vraiment passer l'étape d'après. Si on arrive à être concret comme ça, parce que le manager... alors déjà, soit c'est difficile de s'en souvenir pour soi, mais alors le manager qui a plusieurs personnes qui n'est pas dans nos bottes, lui, c'est vraiment très très loin de sa mémoire, quoi. Ouais, lui, il a en tête les objectifs de l'année, les objectifs de l'année prochaine. Voilà. Et lui, il se pose la question, et ça c'est important de se mettre dans ses pompes, lui, il se pose la question de savoir si lui, en tant que manager d'équipe, il a réussi. C'est-à-dire, est-ce que lui va avoir son augmente. Okay. Si lui, il ne l'a pas, bah, parfois, il se dit, bah, c'est aussi... Enfin, c'est un truc commun, quoi. Donc, alors lui, il peut se poser la question de savoir s'il a bien managé son équipe. Peut-être qu'il ne l'a pas bien fait, et c'est pour ça que lui n'aura pas ce qu'il souhaite. Mais il se pose aussi la question de savoir à quel point on l'a aidé à réussir. Et ça, c'est un concept important dans la réussite professionnelle, de savoir faire réussir son manager ou son équipe. En fait, on est dans un collectif, donc réussir tout seul, ça ne marche pas. Et personne ne paiera plus pour quelqu'un qui réussit tout seul. Ça n'a aucun intérêt. Quelqu'un qui a fait nickel un truc, mais que ça n'a servi à rien dans l'entreprise, en fait, on s'en fout. Et personne ne paye pour ça. Donc il faut se poser la question de est-ce que j'ai servi mon équipe, mon manager, etc. Et est-ce que pour l'année prochaine, je vais l'aider aussi à atteindre son objectif. Et c'est ça qui finalement permet de négocier plus. Oui, en fait, te positionner dans un travail d'équipe et de réussite collective. Exactement. Ouais, je suis hyper en ligne. Oui, mais toi, en tant qu'entrepreneur, tu vois bien que ouais, mais tu vois, il y a plein de toi, trucs. tu as besoin que le collectif réussisse. Tu n'as pas besoin que quelqu'un t'explique que dans son coin, il a fait un super projet qui ne servait à rien. Oui, mais tu vois, moi, par exemple, je suis pas manager. Je ne manage pas de personnes en particulier. J'ai une vision très globale des résultats de la boîte, de ses objectifs de l'année suivante. Je sais quelle est notre enveloppe globale d'augmentation. Je sais quelle est mon enveloppe de primes et donc qui va toucher... parce que nous, on a des salaires fixes qui sont assez hauts. On a aussi du variable parce qu'on est une boîte qui fonctionne à l'objectif. Il y a des objectifs qui sont perso, des objectifs qui sont communs. Communs à l'équipe, communs à la boîte. Un peu comme tout le monde, c'est assez simple. Je connais des boîtes qui par exemple, tu vois, Morning, il n'y a pas de variable. Ouais. Chez Lucas non plus. Ouais. Et nous, très longtemps, on n'a pas eu de variable. Et alors, pourquoi tu ne veux pas de variable, tiens ? Alors, moi, ils ont attendu mon congé mat pour mettre du variable, c'était marrant. Ils ont attendu que je m'en aille. Et voilà, et maintenant, il y a du variable. Et ils ne veulent pas revenir en arrière. Et je dois dire que sur certains aspects, je comprends. Je trouve qu'il y a des vertus. Et pourquoi tu avais décidé pas de variable au départ ? Parce que, en fait, j'avais mis de l'intéressement quand même. Oui, qui est une forme de variable collectif. Et un intéressement qui a permis parfois des primes assez généreuses. Donc ça, c'était chouette. Maintenant, le variable individuel me posait vraiment problème parce que... il y avait 2 sujets qui me posaient problème dans le variable. Le fait qu'il puisse être individuel, et je me disais, zut, en fait, on est là pour réussir ensemble. Même logique que ce que je viens de te dire. Quand on a un tout seul qui a piqué tous les clients de l'autre, en fait, non, quoi. Tu vois, aucun intérêt.
Et la deuxième réflexion dans laquelle je me reconnaissais, c'était celle de Dan Pink, qui a pas mal écrit et parlé sur le sujet, en disant, en fait, il y a une étude qui montre que quand tu as un variable, quand tu incentives une tâche simple et répétitive, ça marche. Quand tu incentives quelque chose qui a besoin de créativité, c'est contre-productif. Donc, dès lors que tu veux que tes recrues soient créatives, pensent out of the box, etc., le fait qu'il y ait un enjeu financier risque de bloquer la créativité, parce que tu prends moins de risques, tu vois. D'accord. Et donc, en particulier dans les débuts de la boîte, pour le coup, je m'étais dit, hors de question, on est tout le temps en train de réinventer notre produit, on ne va pas commencer à se dire, il faut le faire comme ça, et si tu ne l'as pas fait comme ça, dans 3 mois, tu n'auras pas ta prime, quoi. Je ne voulais surtout pas ça. Donc, après, quand ils ont mis le variable, c'était pendant le Covid aussi, hein. C'était pas que parce que j'étais pas là, c'était aussi parce que c'était la grande crise. Ouais. Voilà, et que donc c'était dur, il y avait des risques enfin, c'était une période où les boîtes risquaient de mourir. Ouais. Je pense que plus d'un chef d'entreprise a vraiment flippé. Ouais, bien sûr. Et donc, la question, c'était comment on récompense l'effort supplémentaire, alors qu'on n'est pas sûr de pouvoir survivre le mois prochain. Donc, c'est aussi comme ça qu'ils se sont mis à mettre du variable. Et en réalité, aujourd'hui, je suis mitigée. C'est-à-dire que je suis plus autant anti-variable qu'il y a 3 ans. Je ne suis pas fan des variables, mais par exemple, je trouve que ça aide à montrer une priorité à des équipes qui sont un peu nombreuses. D'accord. C'est-à-dire que quand on a des équipes restreintes, on peut marteler, en fait, c'est ça la priorité de la semaine, du mois, etc. Ouais. Quand nous, on est quand même monté à 100 personnes, quand tu veux dire à 100 personnes... en fait, la prio de ce mois-ci, c'est, je sais pas quoi, le recouvrement. Oui. On pourrait faire un épisode sur le recouvrement, je serais ravie. Une fois que... Si tu dis ça pour le mois qui vient, en fait, le fait de mettre du variable dessus, en fait, c'est pas des blagues. Et puis surtout, par rapport à avant-hier, où tu as dit quand même, ce serait vraiment bien de faire ceci, ou d'aller ouvrir des nouveaux clients, et après-demain, où tu vas dire, oui, mais quand même, ce serait vraiment important de revoir le produit, le jour où tu dis, oui, mais sauf que le variable, il est ni sur les nouveaux clients, ni sur le produit, il est sur le recouvrement ce mois-ci. Et en fait, les gens, le message est super clair, t'as pas de débat, quoi. Ouais. Oui, ils comprennent où est la clenche, l'enjeu, le truc important du mois, quoi. Ouais. Hyper intéressant. Ouais. Donc, c'est pas forcément, tu vois, hier ou avant-hier, j'avais un déjeuner très intéressant autour de la satisfaction client avec un ami, Alex Bonetti, et en fait, il me parlait de petits incentives à chaque avis positif. Et je lui disais, mais ça représente un gros budget. Il me disait, mais pas du tout. Mais ça permet de compter, ça permet de montrer que c'est important, et ça permet de compter que quand quelqu'un a vraiment eu plein d'avis positifs, en fait, le fait qu'on va lui verser une petite somme pour chaque avis positif va faire que c'est compté, c'est relaté au niveau de l'équipe, les gens communiquent dessus, et du coup, il y a une fierté qui va avec, tu vois. Ah oui. Et c'est pas forcément ce qui compte là-dedans, dans ce variable-là, c'est pas la somme tant que la fierté. Ouais. Mais parce que si on se pose la question de l'argent uniquement, il faut se poser la question de comment vivent les gens et de nouveau de leur pyramide de Maslow à eux. Ouais, leur pyramide de Maslow, donc leurs besoins sécuritaires, financiers, et ce qui valent sur le marché. Et donc, c'est pas la même chose que le variable qui, lui, est soumis à aléa. Enfin, tu vois bien que ces deux dimensions qui sont dans la négociation de salaire ne viennent pas se percuter facilement avec une histoire de variable. Le variable, il vient quand tu as besoin de faire rentrer, quand tu ne sais pas comment mettre autrement la question de la reconnaissance, peut-être d'une prise de risque aussi,
que tu veux faire porter aux deux en même temps, quoi. On partage le risque sur un variable. Enfin, tu vois, c'est d'autres dimensions que qu'est-ce que je vaux sur le marché et ce dont j'ai besoin pour vivre. Enfin, si tu comptes sur ton variable pour vivre, pour payer ton loyer, non. En fait, c'est dangereux. Oui, voilà, non, c'est ça que je voudrais dire. Non, je pense que ce qui est difficile, et d'autant plus dans les conditions de marché actuelles, c'est les gens qui ont effectivement des fixes tout petits. Tu vois, nous, on le voit beaucoup dans l'immobilier, sur les jobs plutôt de broker. On le voit aussi beaucoup dans les jobs plus traditionnels du conseil en gestion de patrimoine, où la population que nous, par exemple, on a à la relation investisseur, dans des boîtes plus traditionnelles, en fait, a des fixes très bas, est en charge de développer son portefeuille et de faire son variable, et en fait, effectivement, fait son niveau de vie sur son variable, parce que pendant les 10 dernières années, ont été plutôt... fast. Voilà, tout à fait, j'étais chercher maigre. Aujourd'hui, tu es sur une population de gens qui vraiment est en galère. Et c'est moins le cas dans des boîtes où tu as du variable, certes, mais tu as un fixe qui est, j'ai envie de te dire, c'est plus qu'honorable, en fait, qui couvre effectivement ton niveau de vie. Le variable va aller chercher... en plus, ta surperf, tes capacités d'investissement. Et d'ailleurs, en le disant, je me disais quand même, cette notion de qu'est-ce que tu vaux sur le marché, tu as un benchmarké sur des métiers, effectivement, qui sont très variabilisés. Et donc, parfois, tu te dis, c'est OK parce que c'est le niveau de marché. Mais c'est dur. C'est dur. Quand tu comptes dessus pour vivre, tu as intérêt à gérer aussi ton aléa, donc à mettre de côté, etc. Ouais. Et puis surtout, moi j'étais surprise de voir effectivement les niveaux de salaire sur des postes de sales fixes, tu vois, enfin vraiment les fixes sont hyper bas, quoi. Mais dis donc, Mabel, toi et moi, nous aussi on est très variabilisés. Oui. Parce qu'en réalité, on ne sait pas si notre entreprise va réussir encore combien d'années. Nous, on est variabilisés très très long terme. Nous, on est tout le temps en variable, en fait. Donc, c'est pas au mois le mois, mais en fait, on n'a pas les mêmes assurances chômage, etc. que les autres. Et donc, t'as pas, si ça s'arrête, si tu n'as pas mis un peu de côté... Voilà. Oui, et puis le premier, surtout si ça va pas dans la boîte, t'es le premier salaire qui s'arrête. Exactement. C'est parce que c'est le plus facile à couper. Et oui. Tu négocies avec ton propre CSE interne et puis voilà. C'est ça. C'est-à-dire ton CSE là. Moi. Alors, est-ce que je suis d'accord ? En fait, j'ai pas le choix, donc on va faire ça. Parce que le 18 mars 2020, on a tous fait la même chose. On a tous écrit à la DAF en disant c'est pas la peine de virer mon salaire ce mois-ci. Ça c'est encore un autre sujet. On se disait, alors on va être obligé d'en parler, on est toutes les deux en train de discuter, on va être obligé de parler du sujet des femmes dans l'entreprise, d'autant que mon mari nous a demandé de faire passer le message que il a été formidable, je l'ai vu, je témoigne, il s'est précipité pour un enfant malade, voilà. Donc merci. Il a géré l'urgence, bravo Joachim. On est très très fiers parce que il est en train de demander un droit de réponse chez Mathieu Stéphanie sur... Quand on n'en est pas encore là, pour l'instant il y a de la réponse ici. Moi j'ai tendance à voir, alors pas tellement sur les sujets d'argent, plus sur les sujets de prise de poste. J'ai eu le sujet, tu vois, il y a 2 semaines, on a des évolutions au niveau d'un de nos services dans la boîte. On a un patron de business unit qui a décidé de changer de secteur. Donc c'est top parce que c'est vrai que dans des boîtes comme les nôtres, t'évolues bien, mais t'as pas non plus des perspectives de management de dingue. C'est-à-dire que tu peux pas changer 14 fois de job, la boîte elle est petite, tu vas pas manager 20 personnes d'un coup. Sauf, et tu peux changer de poste si t'as le patron de ta BU qui s'en va, en fait, ou la patronne de ta BU qui s'en va. Ou si tu... Et donc là, il y a la N-1, je fais un petit point avec elle, j'en profite, je déjeune, je lui dis voilà, écoute, nous on est hyper rassurés sur le fait que t'es très doué sur ton poste, que tu peux commencer à former des gens, tu peux prendre d'autres fonctions, etc. Puis alors, je comprenais pas parce que sinon je crois que je suis pas capable. Et je dis mais je suis désolée, mais je crois que un mec m'aurait déjà dit oui il y a 20 minutes. Alors c'est très pardon parce que c'est en plus je pense que j'ai une audience particulièrement masculine, excusez-moi. Mais c'est un peu une réalité. Moi je n'ai jamais eu ce sujet-là avec un garçon, avec un homme. Alors, c'est pas un peu empirique, mais
c'est un peu empirique, mais en tout cas, quand on a le sujet... disons que c'est un sujet compliqué. D'ailleurs, je me demandais en t'écoutant sur ta question si je trouvais ça pas encore plus tabou que l'argent, tu vois, de savoir si les femmes savent, si les femmes sont aussi demandeuses ou en tout cas en capacité de faire valoir leur talent, leur valeur dans l'entreprise et du coup de demander des salaires. Moi, j'avoue que j'ai un rapport à ça qui est un peu viscéral, c'est-à-dire que quand je vois une femme dans mon entreprise qui ne se met pas assez en avant, ça m'énerve. Ça m'énerve de ouf. J'ai envie de la pousser, j'ai envie de la tirer, j'ai envie de... vraiment. Mais, et du coup, je ne sais pas dire, parce que c'est ce que je te disais... juste avant qu'on enregistre, c'est que j'ai pas encore fait de stats sur le sujet. Peut-être il faudrait que j'arrive à prendre ce tu dois avoir de la data un peu. Oui, j'ai de la data. Et j'ai de la data. Alors après, la data de savoir si la personne valait plus que le salaire qu'elle a obtenu, c'est moins facile à... Mais on doit pouvoir. Donc ça m'intéresse. Je pense que je vais lancer notre docteur en sciences sociales sur le sujet. Ce que j'observe empiriquement, c'est que les femmes vont refuser dans le recrutement, hein, tu vois, si on leur propose un job qui est un peu sous-valorisé par rapport à ce qu'elles pensent, elles vont juste pas aller à l'entretien, tu vois. Mais elles vont pas se brader nécessairement. D'accord. Okay. Par contre, la discussion peut être un peu évitée. Mais tu as des hommes aussi qui évitent la discussion, puis tu as des hommes qui sous-valorisent, ça existe aussi. Maintenant, c'est vrai que tu as des hommes qui sont particulièrement... Je veux dire, tu as une frange masculine qui est particulièrement pushy, et je la retrouve moins chez les femmes. Elle existe aussi, mais peut-être moins en volume, tu vois. Donc je dirais plutôt que c'est comme ça. Et c'est vrai que moi, ça me rend ouf. Je ne sais pas comment le dire autrement. Et du coup, dans certaines décisions de progression, j'ai fortement poussé certaines femmes à des moments où c'était pas évident, quoi. Où le collectif n'imaginait pas que ça marcherait. Et jusqu'à présent, j'étais heureuse de pouvoir constater que j'ai eu raison. Ah, mais c'est intéressant parce que en fait, moi, là, tu vois, je pense que j'arrive on est en 2023, je travaille depuis 11 ans chez Anaxago. On a monté Anaxago il y a 11 ans. Avant ça, j'ai fait mes études en apprentissage, donc j'ai travaillé avant. On a monté nos boîtes à peu près en même temps, je me souviens très bien. Mais oui. Et il y avait un peu ce côté, moi je le vois chez les collaboratrices plus jeunes que moi, globalement, je reconnais des comportements que j'ai pu avoir, le syndrome de l'imposteur, et je me dis c'est quand même ouf, tu vois, parce qu'on est quand même très différentes, aucune d'entre nous n'a le même caractère, aucune d'entre nous n'a la même formation, on ne fait pas toutes le même métier, et quelle que soit la fonction au sein de l'entreprise, quel que soit le service, quel que soit le background, t'as l'impression que il y a quand même ce truc-là en commun. Ça m'est arrivé de ne pas le voir, mais c'était très rare. Et donc, déjà, t'as hyper envie d'aider et de dire « Attends, mais moi, je suis passée par là, ça m'a pris 10 ans. Viens, on va griller les étapes. C'est vachement plus vite. » Donc, c'est vraiment un truc pareil, c'est très empirique. Tu vois, j'ai pas de données précises sur le sujet. Tu vois ça, et tu dis « Bon, c'est dommage, en fait. T'as envie de... T'aimerais moi, avoir... » quand je peux te partager... un moment où j'étais très vexée et ça m'a fait beaucoup de bien, c'est quand j'ai postulé au réseau Entreprendre au tout début pour le programme Start. Alors, j'aime beaucoup le réseau Entreprendre, donc j'ai fait Start, j'ai fait Ambition, j'ai fait membre après. Enfin bref. Et ils m'ont énormément rendu service quand ils m'ont fait le débrief sur le business plan que je leur proposais. Je leur propose un business plan au début d'Ignition Programme où je dis, je crois que l'enjeu, il fallait avoir, pour rentrer au réseau Entreprendre, il fallait avoir 5 salariés au bout de... Le minimum, je crois que c'était ça, mais c'était pas très exigeant d'ailleurs quand j'y pense. Le minimum, c'était 5 salariés au bout de 3 ans. Et ben, je leur fais un business plan où il y a 5 salariés au bout de 3 ans. Au bout de 3 ans, on était 30. Mais
j'ai... T'as fait le 3... Ouais, mais sur le moment, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils m'ont dit, mais ça va pas de faire un business plan aussi bas. et le type me dit, mais c'est un peu naze. Et puis alors, il me dit, d'habitude, je l'aurais refusé, mais comme tous les business plans de femmes sont comme celui-là, je vais te demander de le revoir surtout. Et j'ai été vexée comme un fou. Je me suis dit, ah là là, mais on me catégorise selon mon genre, et en fait, ça n'a rien à voir. Et en fait, peut-être que ça avait à voir. En tout cas, ils m'ont rendu un énorme service, parce que si j'avais pas placé la barre plus haut, j'aurais peut-être pas atteint une barre plus haut. Ouais. Peut-être que je l'aurais fait quand même, parce que mon mode de raisonnement, c'est plutôt quand je vois que je suis sécurisée sur quelque chose, alors je vais chercher l'étape d'après. Et en fait, je sais pas, peut-être que j'ai un sentiment de sécurité facile, mais je suis passée très très vite et très souvent à l'étape d'après. Mais par contre, je n'ai jamais fixé de barre que je ne pensais pas pouvoir atteindre. Et donc, sauf cette fois-là, où quand même, je me suis un peu... et puis j'ai placé quelque chose à 3 ans. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à 6 mois, 1 an, je place toujours des barres que je suis capable d'atteindre. Et je pense que ça, en tout cas, c'est quelque chose d'assez sain. Je ne sais pas si c'est féminin. J'aimerais pouvoir dire que c'est féminin. Et que, voilà. Moi, je le vois chez ma fille. Elle a 2 ans. Voilà. Elle a 2 ans et elle est téméraire. Elle fait plein de trucs. Mais je vois que tant qu'elle n'est pas sûre de réussir, elle ne fait pas. Ouais. Il y a une espèce de dimension de sécurité. Alors peut-être, mais là je manque de données scientifiques, peut-être... C'est pas très scientifique non plus de regarder Esther bouger. C'est plus... mais c'est merveilleux tout ce que tu réussis à faire. C'est très mignon. Moi je n'ai que des garçons. On a fait une équipe de foot. Mais... oui, mais c'est stylé. Oui. 4 garçons. Oui, 4 garçons. Mais bon, donc je n'ai pas de petite fille pour voir. Et je n'ai pas de petite fille à qui transmettre peut-être un rapport au travail, à l'argent ou quoi. Donc voilà, j'essaye de transmettre à mes garçons. Il est important de faire le 5e, Caro. Oui, alors j'hésite. Je ne te cache pas que là tout de suite... je ne me mets pas d'ambition que je ne sais pas que je peux réussir, tu vois. Et là, le 5e, je suis pas sûre. Même je suis à peu près sûre que ça va pas être fou comme résultat. Mais du coup, ce serait intéressant de regarder effectivement. Il y a probablement des études, et je crois que j'avais lu des choses autour de ça, qui sont que, en fait, compte tenu du rôle préhistorique de la femme, on ne peut pas faire n'importe quoi non plus avec des nourrissons dans les bras. Et donc, c'est sympa de vouloir faire le téméraire, mais en fait, nous, on va d'abord sécuriser le fait que tout le monde reste en vie à la fin de la journée. Et moi, mon rapport à mon business, tu vois, n'ayant pas de données scientifiques à t'apporter, je ne peux pas te... Voilà, mais en tout cas, moi, dans ma façon de gérer mon business, c'est très clair que mon enjeu principal, c'est que tout le monde soit en vie à la fin de la journée. Tu vois, que la boîte soit encore en vie, saine, sereine. Voilà, tout le monde, les enfants. Souvent, quand je quitte la maison, je dis, quand il y a une jeune fille qui est nouvelle et tout, je dis, écoute, on va pas se mentir, l'essentiel, c'est que tout le monde soit en vie et à peu près en bonne santé quand je reviens. Tu vois, propre, nourri. On verra. Voilà. Mais vivant en bonne santé. Et malgré tout, tu peux te fixer des ambitions fortes, mais à la fin, ce qui compte, c'est quand même la sécurité. Et donc, si dans ton cerveau, la sécurité compte plus, sécuriser l'essentiel compte plus, tu vas moins t'autoriser à prendre des risques. C'est un peu dommage parce que quand tu regardes les populations sur lesquelles... on travaille, toi et moi, on est quand même sur des gens qui connaissent très peu le chômage. En plus, on est dans un pays où il y a du chômage. Enfin, je veux dire, tu touches une rémunération pour ton chômage, donc c'est quand même... Donc, il y a des indemnités. Donc, on est dans un univers dans lequel les risques sont extrêmement faibles. Donc, une fois qu'on a posé ce risque, et donc moi, je sais que j'ai eu des candidats, des candidates, et avec qui j'ai fait un gros travail sur leur rapport à l'argent, dans un moment de vie où elles ne voulaient plus vivre ce qu'elles avaient vécu professionnellement, elles voulaient autre chose. Cette autre chose, le marché de cette autre chose n'était pas accessible pour leur niveau de salaire.
Et donc, il a fallu faire un gros travail de mais c'est quoi ce dont tu as besoin pour vivre? Et après, le reste, tu l'as pour quoi? Et souvent, il y avait une notion de perte de sécurité, etc. Et en fait, quand on travaille dessus, on peut arriver à se resécuriser dans un autre contexte financier. Donc, se reposer des bonnes questions sur, en fait, c'est avec quoi j'ai besoin de vivre? Qu'est-ce qui me sécurise? Est-ce que finalement, l'appart que j'ai acheté il y a quelques années et que j'ai encore quelques temps à rembourser, mais finalement pas tant que ça, est-ce que je suis si en risque si je prends un moins haut niveau de salaire? Enfin, il y a plein de questions comme ça à se poser et on peut arriver à finalement se défaire de cet enfermement. C'est une prison terrible que d'être l'esclave du salaire que l'on doit recevoir. C'est dramatique pour des gens qui n'ont pas le choix. Ça a donné des choses atroces chez France Télécom à l'époque, enfin chez Orange, quand il y a eu... parce qu'il y avait des gens qui avaient des formations, ils avaient l'impression qu'ils ne pouvaient pas changer de job, de boîte, puisque ce qu'ils savaient faire, c'était... Alors, il n'y a pas eu que des gens spécialisés comme ça, mais ils avaient l'impression que ce qu'ils savaient faire, c'était des télécoms, et que quand tu es chez l'opérateur national, finalement, tu as peu de choix. Et dans un cadre où il y avait des pressions énormes et des changements de marché énormes, ils se sont dit, en fait, pas le choix. Et donc, j'aurais plus de revenus. Pas d'alternative, quoi. Mais alors, d'abord, se former à autre chose, ça existe. Donc, il ne faut pas être enfermé dans une nécessité de salaire ou un job. On peut se reformer, on peut se donner le temps de se reformer. Peut-être il faut anticiper un petit peu, c'est-à-dire ne pas être en dépression et en PLS sous son lit pour commencer à préparer une reconversion et peut-être prendre le temps de cette reconversion et prendre un peu de ses week-ends et un peu de son plaisir d'aujourd'hui pour être mieux demain. Ça aussi, c'est quelque chose qui se perd beaucoup, de miser sur le futur et de se préparer un avenir plus radieux parce que y a un rapport à l'immédiateté qui est devenu une autre prison, je trouve. Avant, il y avait des prisons qui étaient j'ai été embauchée dans telle boîte du CAC 40 à mes 25 ans et je ne dois pas les quitter avant au moins mes 45 ans, et là je pourrais peut-être prendre un deuxième job qui me fera la fin de carrière. Ça, c'était l'enfermement d'avant. L'enfermement d'aujourd'hui, c'est si j'ai pas tout cocher les cases maintenant, tout de suite, en fait, rien ne va parce que demain n'existe pas. On est tellement incertain de demain, les cycles sont si rapides. Tu vois, quand on disait 18 mois, pour une boîte comme pour un individu, pour un job, c'est très très court. Et donc, dans des univers de temps si courts, tu mises pas sur le futur. Tu te dis pas, mon manager va peut-être me mettre dans un track carrière, etc. Donc... Et c'est difficile de prévoir l'avenir. Je veux dire, c'est difficile pour les entreprises de donner des tracks carrière à des employés dans un contexte qui bouge si vite. Donc, c'est très difficile de prévoir le futur. Et il y a une externalité positive qui est qu'on arrête de se flageller pendant 20 ans pour un futur peut-être chouette, un paradis futur possible. On revient à aujourd'hui, qu'est-ce qui me convient. Mais... il y a aussi des temps longs à prévoir peut-être que je peux me former à autre chose, peut-être que je peux imaginer qu'aujourd'hui je fais un sacrifice sur mon salaire, ou aujourd'hui à l'inverse je mets de côté en termes de salaire pour demain pouvoir faire quelque chose qui me plaît mieux. Et on peut aussi raisonner sur des temps un peu plus longs comme ça. Voilà. Il faudrait. Voilà. Un peu des deux, je pense. Il faut un juste équilibre. On ne peut pas être que dans l'immédiateté, on ne peut pas être que dans le temps long, quoi. Ça suffit des gens qui portaient leur croix toute leur vie pour que peut-être à la retraite ça aille mieux. D'ailleurs, tous les problèmes liés à la question des retraites ont été beaucoup liés au fait qu'on avait l'impression qu'on porte sa croix et que... tout ça pour la période de retraite, alors si on me la pique, c'est vraiment horrible, quoi. C'est complètement ça. Donc, c'est bien de travailler un peu sur son équilibre du moment, se dire est-ce qu'aujourd'hui l'équilibre me convient, et c'est bien aussi de travailler sur des horizons moyen terme où on se dit si l'équilibre ne me convient pas et que je ne peux pas trouver l'équilibre qui me convient aujourd'hui, je travaille sur du moyen terme à ce que ça change. Voilà. Ce serait ma recours.
Je crois qu'on a fait un gros tour de toutes les questions que j'avais. J'ai des petites questions que je pose en fin d'épisode. C'est sur le rapport à l'argent de mon invité à chaque fois. Donc je te les pose, t'es pas obligé de répondre. S'il y en a des qui te plaisent pas, tu me dis. La première dit si tu devais refaire des choix d'investissement à 20, enfin des choix d'investissement ou de rapport à l'argent à 20 ou 30 ans, est-ce qu'il y a des choses que tu ferais différemment avec ce que tu sais aujourd'hui? Bizarrement, je crois pas. Si, non, en fait, je ne crois pas parce que je crois pas que je sois capable. Alors peut-être je pourrais travailler sur moi pour un moyen terme différent, mais on n'a pas beaucoup parlé en fait du rapport psychologique à l'argent jusqu'à présent, mais quand moi je travaille avec mes salariés, je leur fais se poser aussi la question de savoir quel est leur rapport enfin, comment ils ont été élevés, tu vois, leur rapport à la dette, leur rapport à est-ce que dans leur fratrie, il y en avait qui avaient, ou dans les cousinades, est-ce qu'il y en avait qui avaient plus d'argent de poche, moins d'argent de poche, qui avaient l'impression d'être plus gâtés, moins gâtés, etc. Parce qu'il y a aussi ce rapport au cadeau. D'accord. Tu vois. Donc il y a plein de dimensions que tu peux travailler psychologiquement sur l'argent. Il y a un livre formidable, mais évidemment, je crois que c'est dis-moi ton rapport à l'argent, je te dirai qui tu es, un truc comme ça, mais je te retrouverai la ref peut-être. Ah bah avec plaisir. Voilà, qui est excellent, qui sont des petits exercices pour comprendre son propre rapport à l'argent. Et donc moi j'ai pas mal travaillé dessus avec mes équipes notamment parce que ça me paraissait important de leur permettre de s'éveiller là-dessus. Et moi, il est très clair que j'ai un rapport à la dette qui est comment dire, plutôt averse, quoi. Voire un peu épidermique, tu vois. Et le résultat, c'est que je suis bootstrappée, tu vois. Moi, j'ai pas levé d'argent parce que je considère que c'est la même chose qu'une dette. J'ai pas pris d'emprunt jusqu'au Covid, tu vois. Le Covid, ça a été mon premier emprunt. Ouais, le PGE. Perso et pro. Je n'ai jamais pris d'emprunt. À titre perso, tu n'avais jamais pris d'emprunt. Donc, je suis locataire, tu vois. Donc, tu vois, peut-être je pourrais me dire ça aurait été mieux de faire effet de levier. Enfin, j'ai des copains qui ont fait des super affaires parce qu'ils ont leveragé de la dette, tu vois. En théorie, parce que c'est le principe. Et puis, en fait, quand tu es jeune et que tu travailles, c'est ton premier actif. Ton effet de levier. Ouais. Et en fait, pour l'instant, tant que j'ai pas réussi à craquer ça pour moi, je pense que je peux même pas retourner me voir à 20 ans en disant prends un emprunt. Je suis très mal. Je serais très très mal d'avoir un emprunt. En fait, je suis très heureuse de ne pas avoir d'emprunt aujourd'hui et de me sentir extrêmement libre. Tu vois, j'ai pu monter une boîte parce que j'avais pas d'emprunt. Quelque part, je me suis dit. Alors en réalité, ça change rien parce que qu'est-ce que j'aurais fait? J'aurais revendu l'appart, on aurait racheté plus petit. Mais en fait, je me disais, non, mais tu vois, on est mobile, on est agile, tu vois. Est-ce que tu as regardé la série Netflix sur Bernard Tapie? Ouais, mais c'est pas pareil. C'est pas pareil. Mais lui, effectivement, il a un rapport à l'emprunt où il sait leverager, quoi. Le résultat, c'est qu'il a fini en prison quand même. Donc, tu vois, moi, je fais des trucs safe dans la vie. Oui, mais alors, avant de finir... avant la prison, il y a d'autres... Oui, avant, il avait un beau yacht. Quand j'ai vu... alors, c'est pas très écolo, son yacht, mais il avait l'air bien sur sa... Tu vois, non, ça sur sa terrasse. Ça avait l'air joli. Bon, écoute... Bon, avant ça, on peut prendre des emprunts, les rembourser, mais, tout se passe bien. Mais la bonne leçon de l'histoire, c'est que c'est pas parce que j'ai pas pris d'emprunt que j'ai pas une boîte qui a fait une grosse croissance. Et donc, finalement... l'un n'empêche pas l'autre, tu vois. Attends, mais tu prêches une convaincue. Hein. Moi, j'aime... nous, la boîte a toujours été rentable, sur une structure frugale. Ouais. Au départ. Voilà. Ouais, mais ça marche parce que... Ça paraît essentiel. Tu fais pas des choix que tu regrettes trop, quoi. Tu vois. Puis tu peux pas trop te planter sur tes choix d'orientation stratégique. Très vite. Tu testes très vite, tu regardes si ça marche, ça marche pas, voilà. Et puis tu te débrouilles pour que ça marche. Et tu te débrouilles pour que ça marche. C'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait donné au sujet de l'argent? Et celui que tu donnes un peu systématiquement? Parce que je vois que tu travailles beaucoup avec tes employés. Ça, c'est travailler sur ta relation. Ouais, moi, j'invite à travailler sur son rapport à l'argent, à comprendre pourquoi c'est important pour soi et qu'est-ce qu'on y met. Est-ce qu'on y met de la reconnaissance? Est-ce qu'on y met de l'affection? Beaucoup de
beaucoup d'affection est mise dans l'argent. Et en fait, il n'y a pas... on ne va pas essayer de faire autrement, c'est comme ça. Je veux dire, dans un couple, l'argent est un objet transitionnel de l'affection qu'on se porte, entre les parents et les enfants aussi, la transmission, tout ça porte énormément d'amour, en fait. C'est bête, on pourrait se dire l'argent n'a rien à voir avec l'amour, en fait, si, totalement. Ouais. Et donc, j'invite à aller visiter ça, à se poser des bonnes questions en profondeur, quand on a le temps, quand on médite un peu. C'est quoi mes premiers souvenirs d'argent voilà, on a fait ça à un moment donné avec nos salariés. Et c'était des moments intenses, quoi. Voilà. C'est hyper intéressant. Bon, on a bien fait le tour. Merci Caroline, en tout cas. Est-ce qu'il y a peut-être quelque chose que tu voulais ajouter? Non, je crois qu'on a bien pensé le sujet. On se reverra au moment des évaluations annuelles. Voilà. Bon, merci beaucoup. Et je vous dis tous à très bientôt pour un nouvel épisode d'Argent Compté.